pour ce Green Day, je vais parler de l'importance, voilà, on voulait faire un focus aujourd'hui sur l'importance de la data. Donc je vais développer tout ça, l'importance de collecter, de centraliser la data pour vous, que cette data est au service de vos différents objectifs. Donc on a décidé aujourd'hui de faire un focus sur deux points particuliers, sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec la data sur l'énergie management, donc sur la réduction de vos consommations énergétiques, enfin, utiliser la donnée pour réduire concrètement ces consommations. Et puis, un autre point, on va voir en quoi aussi l'utilisation de la data est clé dans des sujets RSE, pour animer sa démarche RSE. Donc, on va faire un focus sur voilà, sur ces deux utilités de la data, sur deux types d'utilisation de la donnée pour remplir vos objectifs. Un autre point avant de commencer, on a également décidé sur cette présentation d'être vraiment dans le concret. Donc, on va vraiment s'appuyer dans les deux cas sur des retours d'expérience et des projets concrets. euh, et des projets concrets. Dans un cas, c'est notre retour d'expérience avec ce qu'on a fait en energy management avec le groupe ID Kids. Euh, avec le groupe ID Kids, et dans l'autre, ce sera un retour d'expérience sur le projet RSE avec Mercialis, et Evan Lamaison qui est présente avec nous aujourd'hui interviendra. Donc là, je laisserai la parole, je laisserai à Evan le soin de parler du projet DeepKey voilà, de l'animation qui a été faite sur cette collecte des données. Voilà en introduction, pour introduire un peu ce Green Day aujourd'hui, les points que je voulais souligner. Donc l'ordre du jour aujourd'hui, en ligne avec ce que je viens de dire, c'est voilà, c'est la donnée. Qu'est-ce que c'est la donnée, et en quoi elle peut vous être pour remplir vos objectifs. Ensuite, les leviers pour réduire, on va faire un petit focus sur les leviers pour réduire votre facture énergétique. Dans le retail, c'est un sujet assez important, la réduction des consommations et donc du coup des factures. Ensuite, voilà, concrètement, je vous montrerai, je vous détaillerai le projet ID Kids. Et ensuite, on parlera des enjeux RSE pour le retail et en quoi la collecte est, devient clé quand on veut animer une politique RSE. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Evan qui fera un retour d'expérience sur le projet Mercialis. Et puis en fin de présentation, mais assez rapidement, hein, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà assez au courant, je ferai un petit rappel d'une veille réglementaire sur ce qui se passe sur le décret tertiaire. Nous, on est assez impliqués là-dedans. Je vois que certains participants étaient à l'atelier de la semaine dernière, dans lequel on a été beaucoup plus dans le détail. Voilà, l'idée, c'est là de rappeler quelques points clés et où on en est aujourd'hui, du décret tertiaire. On va commencer du coup. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, si vous avez des questions, s'il y a des points qui ne sont pas clairs dans ma présentation. Le but, c'est que ce soit le plus vivant possible. Donc voilà, n'hésitez pas, coupez-moi la parole, coupez-moi la parole si besoin. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Sur cette première partie et sur l'importance de la donnée, en fait, aujourd'hui, le point qui est assez clé, c'est qu'aujourd'hui, il existe sur des grands parcs immobiliers, hein, dès qu'on parle de retail, c'est le cas, hein, de 20, 30, 50, 100, 200 bâtiments, voire beaucoup plus, comme les Mousquetaires aujourd'hui. Il y a 4000 sites dans le logiciel. En fait, ce qu'il faut savoir sur ces grands parcs immobiliers, c'est que vous disposez aujourd'hui déjà de beaucoup de données, mais que souvent vous n'en êtes pas conscient, et qu'en général cette donnée est dans des bases dans des bases de données assez hétérogènes, peu centralisées, et le résultat
de tout ça, c'est que cette donnée existe chez vous, vous l'avez quelque part, mais qu'en général, elle est assez peu exploitée. C'est ce qu'on constate, nous, à chaque fois qu'on lance des projets avec tout type de clients, d'ailleurs, c'est que les données sont là, mais qu'elles sont assez peu centralisées et donc peu utilisées par nos clients. Donc voilà, donc tout l'intérêt justement de cette donnée, c'est enfin, de, de la donnée, c'est justement de reprendre le contrôle sur cette donnée, de la collecter, de la centraliser pour pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, quand on parle de données sur vos parcs immobiliers, hein, sur votre parc immobilier retail, qu'est-ce qu'on entend par données? On entend, d'abord, on peut parler de la donnée patrimoniale, toutes les informations bâtimentaires, en quelque sorte, que vous avez sur vos magasins, les mètres carrés, les différents types de surfaces qu'on peut avoir. On peut mettre là-dedans également toute la donnée au sens large patrimonial, toute la donnée technique que vous avez sur vos bâtiments, sur ce bâtiment, est-ce que j'ai des équipements, est-ce que j'ai des CVC, quel type de CVC, est-ce que je suis en LED, pas en LED, tout ça c'est des informations patrimoniales, techniques, c'est ce qu'on appelle les informations patrimoniales techniques. Ensuite on va avoir toutes les données de fluide au sens large. Aujourd'hui, historiquement, DeepKey était dans l'énergie, mais aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à parler de fluide parce que aujourd'hui, il faut aller collecter aussi parfois pour nos clients des données liées à l'eau, liées aux déchets. Donc voilà, donc de plus en plus de fluides à aller collecter. Et évidemment, historiquement, bah, tous les fluides énergétiques, ça c'est des choses, c'est toutes les données énergétiques, que ce soit pour l'électricité, le gaz, les réseaux de chaleur, réseaux de froid, et également, enfin voilà, principalement en énergie, fuel également, ça peut être parfois nécessaire. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les données chez nous de fluides. Ensuite, vous allez avoir des données d'activité sur votre site. Alors, les données d'activité, typiquement, la plus connue et la plus simple, mais après, on peut aller plus loin dans le détail, mais c'est les horaires d'ouverture. Ça, c'est une information qui va être évidemment intéressante et ces données d'activité sont extrêmement importantes pour commencer à analyser ces consommations de fluides. Et puis derrière, on va avoir tout ce qu'on appelle l'open data. J'en touche, enfin, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais l'open data, c'est toutes les sources de données, notamment certaines mises à disposition par le gouvernement, qui sont libres. Et du coup, il y a des informations assez pertinentes qu'on peut aller chercher là-dedans et qu'on peut aller récupérer. Nous, ce qu'on récupère le plus en open data aujourd'hui, c'est les données météo. Ça, c'est assez important parce que ça nous permet notamment de corriger les consommations énergétiques, voilà, ce qu'on appelle des DJU, degrés jour unifiés. Donc voilà, ça c'est une open data, c'est une information à disposition sur des bases de données. Il faut juste être en mesure d'aller les chercher. Mais aujourd'hui, sur l'open data, dans le cadre de la RSE, j'y reviendrai tout à l'heure, on va chercher beaucoup d'autres types d'informations sur des risques, enfin sur différents types de risques potentiels, je vous détaillerai ça tout à l'heure. Donc voilà un peu les quatre grands types de données qu'on peut aller récupérer. Et aujourd'hui, du coup, voilà, quelles sont les sources de ces données où on peut aller les récupérer, ces informations. Bah, il y a toute une partie de l'information patrimoniale technique. En général, c'est soit dans des logiciels chez vous, soit dans des bases de données Excel. Donc voilà, c'est qui sont hétérogènes. Donc l'idée, c'est de centraliser toute cette information en un point unique. Ensuite, on va avoir beaucoup d'autres sources de collecte de données. On va avoir les espaces clients. C'est une source énorme pour nous. On a des connecteurs qui peuvent aller récupérer la donnée. Donc, voilà, c'est votre espace client sur lequel il y a vos factures. Et l'idée, et vos espaces clients, vous les avez à la fois pour le gaz, l'énergie, l'eau, les réseaux de chaleur. Et l'idée, c'est d'avoir les codes de ces espaces clients et qu'un robot aille chercher cette facture et l'intègre dans un logiciel. Donc ça, c'est une source de données. Ensuite, aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir Enedis
et je pourrais rajouter, GRDF qui met à disposition les consommations et les courbes de charge. Enfin, pour Enedis, qui met à disposition les courbes de charge électriques. Donc, les courbes de charge, c'est les appels de puissance toutes les 10 minutes. Donc, ça, c'est une source très importante pour nous de données. C'est une donnée qui est mise à disposition gratuitement. Donc, en plus, il faut pouvoir, il faut s'en servir. Ensuite, voilà, sur cette partie fluide et énergie. Pardon? Ah bon, excusez-moi. Et du coup, on a toute une. Après, on a d'autres sources d'informations pour aller récupérer cette donnée. On peut aller collecter s'il y a des sous-comptages. On peut aller collecter cette donnée si c'est pertinent. Un point sur lequel je voulais, voilà, aujourd'hui, comme je le disais, on peut aller chercher tout type de données. Donc, de plus en plus, par exemple, on est amené à aussi aller chercher, par exemple, pour nos clients, des données sur les ERP. Par exemple, pour des indicateurs énergétiques liés au chiffre d'affaires, ben, l'information est sur l'ERP de nos clients, donc on peut aller chercher aussi une information de chiffre d'affaires, par exemple, sur un ERP ou d'autres types d'informations, ou un logiciel immobilier, par exemple, va aussi chercher des informations. Je vois Yardi qui est mentionné ici. On peut aller chercher également de l'information sur ces logiciels. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a toute la partie open data aussi, où il y a beaucoup de sources d'informations à aller chercher. Aujourd'hui, on va chercher principalement sur World Meteorological Organization, les DJU, pour corriger les consommations des données météo. Vous avez des questions sur cette partie, sur cette première partie, cette introduction à la donnée? Non. Parfait. Du coup, voilà, aujourd'hui, à quoi ça va servir sur cette deuxième partie, je voulais très rapidement, avant de commencer à présenter le retour d'expérience ID Kids, vous présenter quels sont les leviers aujourd'hui pour réduire sa facture énergétique avec toute cette donnée qui est récupérée, collectée, analysée. La partie retour sur investissement, réduction de sa facture énergétique, c'est évidemment une partie qui intéresse beaucoup le retail aujourd'hui. C'est sûr que voilà, nous on travaille aujourd'hui avec plus de 35 enseignes et voilà, cet aspect économique est toujours quand même un levier important pour se dire qu'on va commencer à travailler sa donnée énergétique. Alors, le premier levier pour réduire vos coûts, c'est d'abord un levier de contrôle de facture qu'on fait pour aussi beaucoup de nos clients et beaucoup dans le retail, c'est d'aller tout simplement vérifier si les factures que vous avez sont bien en accord avec le contrat que vous avez signé avec votre client, et s'il n'y a pas d'erreur de facturation. S'il y a une erreur de facturation, vous êtes après en droit de demander un avoir auprès de votre fournisseur d'énergie. Une autre partie, c'est évidemment l'optimisation de vos coûts et de vos contrats. Aujourd'hui, vous avez des grilles tarifaires qui sont parfois assez complexes. Nous, on a une très bonne visibilité pour nos clients des consommations énergétiques. Et donc, on peut faire des recommandations sur des changements d'abonnement, des changements de puissance souscrite qui vont permettre de réduire la facture à la fin de l'année. Donc voilà, là, c'est deux premiers leviers. Sur ces deux premiers leviers, on ne vous aide pas concrètement à moins consommer, hein. On vous aide juste à mieux gérer vos contrats. Voilà. Mais c'est déjà quand même un premier levier. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une facture de 200 millions d'euros sur le groupement des mousquetaires, voilà, pendant la première année, on a fait économiser sur chacun de ces postes-là 1 million d'euros au groupement des mousquetaires. Donc, voilà, concrètement, on peut avoir des résultats et on peut faire des économies sur ces deux sujets. Et ensuite, l'autre levier, celui qui va nous intéresser plus
plus aujourd'hui, parce que c'est là-dessus qu'est le focus et c'est là-dessus qu'on a organisé le retour, enfin qu'on a organisé notre projet avec ID Kids, c'est de réduire vos consommations et réduire votre impact environnemental. Et du coup, l'idée, c'est de détecter toutes les dérives de consommation, et être alerté en cas d'anomalie pour ensuite passer à l'action. Sur ce point-là, oui, évidemment, il y a tellement, là on a forcément besoin d'aide de logiciels parce qu'il y a vraiment tellement de données à analyser que si on est seul face à la donnée, c'est très compliqué de pouvoir analyser toutes ces courbes de charge seul. Donc voilà, c'est pour ça que on collecte cette donnée et après on met en place des alertes. Voilà, sur ces deux leviers de réduction de votre facture, énergétique. Maintenant, comme on se l'était dit, hein, très concrètement, je voulais vous présenter le projet un peu ID Kids pour voir un peu, pour vous montrer un peu comment ça s'est organisé, les résultats qu'on a pu obtenir. Pour ceux qui ne connaissent pas ID Kids, je ne pense pas que quelqu'un d'ID Kids soit là aujourd'hui. Alors, je n'ai pas regardé la liste. Non, personne d'ID Kids n'est là aujourd'hui. Donc sur ce projet-là, en fait, l'idée c'était tout bonnement pour ID Kids de reprendre une vision, de récupérer une vision globale sur les consommations énergétiques. Ils avaient très peu d'idées de ce qui se passait en fait sur leur parc. Donc collecter cette donnée pour ensuite pouvoir agir pour réduire leur consommation énergétique. Donc, ID Kids, peut-être que tout le monde ne les connaît pas. Donc, c'est aujourd'hui un périmètre de 500 magasins, 3 entrepôts, un siège social, une facture énergétique des magasins qui ne sont pas si grands que ça. Donc, une facture énergétique à 3,5 millions d'euros par an et une consommation de 19 gigawattheures par an. Et les objectifs, je l'ai dit, voilà, c'était réduire efficacement sa consommation énergétique, prioriser ses actions et aussi une partie dont je n'ai pas parlé encore, c'est évidemment suivre l'impact. Ça, c'est très important, suivre l'impact des actions qui ont été menées. Souvent, on leur permettait, par exemple, sur toute leur campagne LED, de voir assez rapidement les résultats de ces campagnes et si les ROI étaient bien en ligne avec ce qui avait été vendu initialement. Donc sur ce projet, s'est déroulé en 6 grandes étapes. Il y a eu déjà une première partie où on a collecté automatiquement, dès qu'on a pu, hein, mais collecté principalement les données patrimoniales, les données énergétiques, les données d'activité. Ça a été le premier travail fait par Deepkey. Les données énergétiques, évidemment, comme je l'ai dit, on a été se connecter à tous leurs espaces clients. Donc, on a récupéré en plus un historique de consommation. Parfois, on a intégré aussi des historiques, des données plus vieilles que ce qu'on pouvait récupérer sur les espaces clients. Mais donc, voilà, c'est toute cette partie de collecte, de récupérer, de centraliser l'information. Ensuite, on a eu une deuxième phase. La deuxième phase, c'est une phase de fiabilisation. Donc là, voilà, il y a toujours cette phase où on vérifie sur cette partie, on vérifie voilà, que les données remontent bien, qu'on a bien les informations qu'on veut et qu'on a bien une donnée complète. C'est vraiment le travail sur la complétude des informations. Il n'y a pas de miracle, hein, on n'arrive pas sur un parc de 500 magasins à tout collecter parfaitement dès le début. Il y a forcément des trous parfois dans la raquette de collecte. Donc c'est là qu'on avance avec nos clients pour fiabiliser la donnée qui est récupérée. Et évidemment, et il y a une deuxième partie aussi, c'est qu'on travaille avec eux sur donc, le contrôle qualité et le plan de comptage. Donc évidemment, on va rattacher à chaque bâtiment tous les compteurs tous les compteurs eau, électricité qui lui sont rattachés. Donc ça, c'est une partie importante de notre travail. Enfin, on est aidé évidemment par nos clients, hein, c'est eux qui savent mieux que nous, mais d'avoir cette vision site
et en face, d'avoir tous les points de livraison, quel que soit le fluide d'ailleurs. Sur des magasins ID-Kids, il y a que deux, en général, un ou deux points de livraison, donc c'est plutôt des petits magasins, mais sur des gros sites, il peut nous arriver d'avoir 10 points de livraison, 3 points en eau, 4 points en électricité, 3 points en gaz. Donc voilà. Ça, c'est la deuxième partie du projet. Ensuite, on a commencé à travailler avec eux en analysant les données qu'on avait récupérées sur les factures. Ça, c'est les factures qu'on a récupérées sur leurs espaces fournisseurs. Ensuite, on a commencé à analyser les courbes de charge, qui est une donnée plus fine de l'énergie. Ensuite, en travaillant, on a détecté avec eux, on a détecté des magasins prioritaires sur lesquels il fallait intervenir, sur lesquels on voyait des choses, des vraies anomalies de consommation. Et puis ensuite, on a mis en place les plans d'action avec eux et animé la démarche avec notre partie énergie management, animer la démarche auprès du client. Qu'est-ce qu'on a fait donc, très concrètement sur cette première partie, sur l'analyse des factures, on a avec ce premier niveau d'information été en mesure d'identifier des magasins avec des anomalies de consommation, avec des consommations qui étaient trop élevées par rapport en kilowattheure par mètre carré. C'est toujours un très bon indicateur. Ça a été déjà la découverte de ces magasins, un peu canard boiteux qui avaient des consommations beaucoup trop élevées. Et les causes en général de ces surconsommations, c'était des magasins qui étaient très mal isolés. Donc là, voilà, le client était au courant pas toujours au courant, mais au moins ils savent, ils sont en mesure de le voir. Et puis, surtout, sur ce premier niveau, on arrivait à identifier pas mal d'équipements mal régulés du côté du client et qui faisait que la consommation globale de ce site était beaucoup plus élevée que ses pairs. Donc voilà, c'est un premier niveau d'analyse qu'on a mis en place chez ID Kids. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a lancé une analyse, sur les courbes de charge. Sur les courbes de charge. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la courbe de charge, mais voilà, la courbe de charge, c'est vraiment un appel de puissance de votre site, des consommations toutes les 10 minutes. Donc, on peut, avec cette information-là, arriver à un degré de précision et d'analyse beaucoup plus poussé que uniquement avec la consommation mensuelle qu'on peut récupérer sur une facture. Donc, on a mis en place sur ces courbes de charge des alertes pour identifier toutes les anomalies de consommation qu'on pouvait identifier. Là, on a pris un exemple, on vous en a montré un. C'est une anomalie de consommation sur ce qu'on appelle, nous, un talon trop élevé de nuit. Donc, le talon, c'est vraiment la consommation minimale d'un site. C'est la consommation de nuit, en fait, quand personne n'est dans le magasin et personne n'est censé utiliser les équipements. Donc, à partir du moment où cette consommation, ce talon est trop élevé et qu'on arrive à l'identifier, voilà, ça c'est un point important parce qu'on arrive à voir que sur ce site-là, du coup, on le sait, c'est des équipements, par exemple, ça veut dire que c'est des équipements qui continuent à tourner la nuit. Et du coup, ça permet de cibler vraiment l'action sur les magasins qui ont ces consommations, qui ont ces consommations trop élevées la nuit. On arrive à identifier ces anomalies. Et puis après, voilà, il y a d'autres types d'alertes, mais on a été en mesure aussi d'identifier, par exemple, des consommations qui commençaient trop tôt le matin, alors que personne n'était censé être personne n'était censé être dans les locaux. Donc là, c'est typiquement des équipements qui sont des équipements qui ont des règles horaires et qui sont mal réglés et qui commencent trop tôt, trop tôt quand les employés ne sont pas là et ça ne sert à rien. Donc c'est ce type d'exemple de régulation qu'on a été en mesure de détecter dans cette seconde phase du projet. Ensuite, on a eu toute une partie avec ID Kids, sur la détection des magasins prioritaires. Donc,
au départ, on a commencé à en traiter 10 parce que l'idée, c'est de commencer par les plus dysfonctionnants et après d'aller de plus en plus dans le détail. Il ne faut pas se noyer initialement avec trop d'informations. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les plus gros gains qu'on peut aller récupérer. Donc, suite à ces analyses, on a identifié 10 magasins à traiter en priorité et ces magasins, ben, on a mis en place avec nos clients, avec ID Kids, ben, des plans d'action concrets sur chacun de ces magasins. Plan d'action que vous pouvez voir là, c'est une copie d'écran du coup du logiciel, des plans d'action pour passer à l'action et pour réduire ces consommations, les consommations énergétiques. Donc, je voulais partager avec vous 3 exemples de régulation qu'on a préconisé à nos clients, de poser des stores ou des filtres anti-UV sur les fenêtres. Parce qu'on avait identifié vraiment des surconsommations de sites exposés vraiment exposés plein sud, notamment en été. Éteindre évidemment les équipements de chauffage la nuit et le dimanche, et d'autres et des sites où on voyait que c'était mal réglé. Donc on a évidemment aussi poussé l'installation d'horloges horaires sur les tableaux électriques pour réguler les équipements de chauffage. Donc voilà, c'est des investissements qui sont assez limités, hein. Vous voyez que là voilà, c'est vraiment assez limité en termes d'investissement, mais ça permet très rapidement de faire des économies et de les rentabiliser très rapidement. Donc on a toujours le souci aussi de l'efficacité et du ROI. S'il y a un investissement à faire, du ROI qui peut en être dégagé. Voilà. Et ensuite, du coup, après, une fois qu'on avait lancé cette phase initiale, ben, on est rentré dans une phase plutôt de continue de run, ce qu'on appelle donc la phase projet avec ID Kids. Et du coup, on a mis en place, après avoir fait des tests pour mettre en place les alertes pertinentes, on a mis en place des alertes sur l'ensemble de leur parc. Et ça permet de remonter dès qu'il commence à y avoir des dysfonctionnements, ça permet de remonter et aujourd'hui de voir les alertes et les sites qui sont dysfonctionnants. Et évidemment, on ne s'est pas arrêté que au logiciel puisqu'on continue à avoir un point d'avancement trimestriel avec eux pour voir comment la démarche s'anime, si tout se passe bien, comment ils arrivent à déployer les actions. Donc voilà un peu comment ça s'organise pour ID Kids. Et globalement, pour résumer un peu en quelques chiffres quand même ce projet-là, hein, on ne va pas rentrer dans tout le détail de toutes les actions, c'est pas le but, mais quand même que vous ayez en tête un peu voilà, le résultat qu'on peut avoir sur ce type de projet. Donc déjà, toute la partie vision globale, avoir accès à l'information, avoir une vision claire de son parc, c'était quelque chose qui était déjà très important pour le client. Aujourd'hui, on a collecté pour eux à ce stade, alors je crois que ce chiffre date d'il y a 6 mois, donc il doit y avoir plus de factures maintenant, mais on a déjà à ce stade collecté, centralisé pour eux 2 ans de factures et 5500 factures qui ont été récupérées. On a lancé quelque chose qu'ils n'avaient pas aussi chez eux, c'est-à-dire un plan de comptage, d'avoir une vision claire de face à chaque site, en fait, qu'est-ce que j'ai comme consommation en face, quels sont les points de livraison qui sont rattachés à ce site en électricité et en gaz. Ça, c'est un deuxième point. Et puis, celui qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est toutes les actions qu'on a été en mesure de détecter. Donc, il y a 6 mois, hein, ces chiffres datent d'il y a 6 mois, on avait détecté 230 actions pour ID Kids pour un montant de 216 000 euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est voilà, c'est des actions détectées, donc une bonne partie a été réalisée par le client, mais pas tous. Mais pas toutes, parce que évidemment, dans les projets d'énergie management, il faut garder en tête que voilà, on sait, on arrive à détecter des anomalies de consommation, ça, il n'y a pas de problème. Et après, c'est vrai il faut vraiment être là, faut des clients impliqués pour mettre en œuvre ces actions.
parce qu'il y a des relances à faire, parce qu'il faut, ben voilà, il y a vraiment un enjeu d'animation, chez nos clients pour passer de l'action détectée à l'action réalisée, c'est-à-dire à la réelle économie pour nos clients. Voilà, voilà, c'était un peu un retour d'expérience sur, voilà, sur comment s'anime un projet de ce type-là chez un de nos clients. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non. D'accord, parfait. Du coup, là, on va clore, on clôt la partie réduction des consommations énergétiques et on va on va faire un focus aussi sur la donnée et la RSE. Et en quoi du coup, bah, voilà, ça devient de plus, enfin, les directions RSE ont de plus en plus besoin de s'appuyer sur une donnée fiable pour remplir leur mission. Donc, c'est l'objet de cette partie. Ensuite, je laisserai la parole à Evan. Bon, je pense que je ne vous apprends rien sur ces sujets-là, mais c'est toujours bon de rappeler les choses quand même. Aujourd'hui, dans vos organisations, bah, sur la partie ESG, RSE, l'environnement réglementaire devient de plus en plus contraignant. De plus en plus vous êtes soumis à de plus en plus de régulations, de mesures de réglementation environnementale de plus en plus contraignantes. Euh, à côté de ça, vous avez aujourd'hui une pression de plus en plus importante des différentes parties prenantes hein, à agir sur la partie ESG RSE. Les clients, vos clients, vos salariés, l'opinion publique. Donc ça aussi, c'est un point important sur l'environnement qui évolue sur la partie RSE aujourd'hui. Et on vous demande, du coup, au final, d'être toujours plus de transparence exigée des grands groupes retail, notamment. On vous demande de plus en plus de reporting ESG, de labels ISR, de certification. Bon, certification, l'ISO 50001, typiquement, c'en est une. Donc voilà un peu l'environnement aujourd'hui RSE, ESG pour les groupes retail. Je voulais faire un petit focus, bon évidemment je pense que je vous apprends rien, mais un petit focus sur voilà, quelques obligations réglementaires, 4 obligations réglementaires, il y en a sûrement plus, hein, mais auxquelles vous êtes soumis. Vous avez évidemment le bilan des émissions de gaz à effet de serre, sous certaines conditions, évidemment. Vous avez l'annexe environnementale et les comités bail vert. Vous avez l'obligation de performance énergétique du parc tertiaire, c'est la loi Elan et le décret tertiaire, et également une obligation dans la loi Grenelle 2, une obligation de reporting extra-financier. Toutes ces choses-là vous poussent tous les acteurs du retail à avoir une politique RSE de plus en plus, de plus en plus large et étendue. Et du coup, j'en reviens en fait cette petite introduction pour en revenir à un point qui nous semble clé, c'est que aujourd'hui de plus en plus, la partie RSE est de plus en plus, a de plus en plus de comptes à rendre, de données à collecter, d'indicateurs à suivre. Et du coup, dans ce cadre-là, la collecte, la centralisation et la fiabilisation des données devient une problématique majeure pour tous les groupes RSE. Et nous, on le voit depuis, on existe depuis 6 ans, hein,
Donc, c'est une petite durée de vie par rapport à d'autres entreprises, mais je veux dire, on existe depuis 6 ans et on le voit de plus en plus. C'est-à-dire que ça devient, aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Avant, on pouvait peut-être suivre qu'un ou deux ou quelques indicateurs et ça pouvait se faire de manière assez simple. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indicateurs, de plus en plus d'informations à centraliser, fiabiliser, collecter. Et donc, voilà. Donc, la collecte et le management de la data devient vraiment central pour les différentes directions RSE. Voilà, ça c'est donc ça c'est enfin voilà, ça c'est un point clé et c'est là du coup que toute l'expertise qu'on a pu avoir initialement sur l'énergie, on a commencé à l'étendre nous chez DeepKey de plus en plus, on a commencé à l'étendre de plus en plus à la RSE, c'est-à-dire pas collecter uniquement les données, les données énergie, mais étendre notre périmètre à des données RSE, et aider nos clients sur ces sujets-là. Là-dessus, je voulais juste une toute petite parenthèse sur ce sujet pour montrer à quel point cette collecte de données, ça devient important. Je voudrais partager l'expérience d'un de nos clients qui avait lancé une politique RSE très ambitieuse en 2011 avec, je crois, 60 indicateurs à suivre, donc beaucoup de données, donc les indicateurs à suivre sur les 15 prochaines années. Et cette politique avait été lancée, était auditée chaque année. Et en fait, après, donc, la stratégie avait été mise en place, mais après, au bout de 4-5 ans, et c'est là qu'on a commencé à les rencontrer et qu'on a commencé à travailler avec eux, ils sont revenus vers nous, ils nous ont dit, mais en fait, nous, on a un énorme problème sur la partie collecte, centralisation et fiabilisation des données. On a aujourd'hui mis en place notre politique RSE, mais suivre ces indicateurs, c'est extrêmement compliqué. Nos équipes passent les 4 mois avant la publication du rapport annuel à ne faire que de la collecte, que de la centralisation, que de la fiabilisation de données. Et en plus, comme on est souvent en retard, on doit faire appel à des cabinets en plus pour nous aider à fiabiliser cette donnée. Et c'est des cabinets derrière, c'est des jur'hommes, et ça coûte très très cher. Et c'est dans ce cadre-là que DeepKey est intervenu auprès de ce client pour justement collecter, centraliser, l'aider à collecter, centraliser automatiquement le maximum et à fluidifier la collecte de ces données RSE. Voilà. Donc, notre conviction, c'est qu'évidemment, opter pour une approche data, c'est choisir, dans le cadre de sa politique RSE, c'est choisir une méthodologie efficace, simple et économique aussi pour accéder à l'ensemble de ces informations et prendre les bonnes décisions. Sur cette partie-là, je voulais partager avec vous un peu les questions à se poser pour collecter les données, pour connecter vos données ESG. Et voilà, quand on lance un projet de ce type-là, qu'on a ces indicateurs, qu'on sait à peu près les indicateurs qu'on veut suivre, voilà les questions qu'il faut se poser pour commencer à mettre en place la démarche de collecte des données. Donc la première question qui est essentielle, c'est de quelle information ai-je besoin pour répondre à mes objectifs? La deuxième question, c'est quelles sont les sources de ces informations? Où est-ce que je vais pouvoir aller les chercher? La troisième partie, c'est ai-je le droit, évidemment, de collecter ces données? La quatrième partie, c'est quelle est la méthode de collecte la plus pertinente? Alors voilà, ça c'est un point important, c'est comment DeepKey va pouvoir automatiser des choses, mais pour ce qui n'est pas automatisable, qui va collecter et comment va se faire cette collecte, à quel pas de temps également. Donc voilà, toutes ces questions, il faut se les poser évidemment en amont. Ensuite, il faut se poser la question de savoir si on a des données qui sont déjà complètes et à la fin, savoir si ces données qu'on récupère sont fiables, si c'est des données sur lesquelles qu'on peut exploiter et qu'on peut utiliser dans le cadre du rapport RSE. Donc voilà un peu les questions à se poser pour lancer une stratégie de collecte de données dans le cadre d'une politique RSE. Je vais laisser la parole. Vous avez des questions à ce stade? Non. Non.
Parfait. Du coup, je vais laisser la parole à Evan, qui va un peu présenter le projet Mercialis et qui va également vous montrer à quoi ressemble aujourd'hui le logiciel. Donc, je laisse la parole. Evan, si tu es là, je te laisse la parole. Oui, vous m'entendez bien? Allô? Oui, pardon. Oui, super, on t'entend bien. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez aussi mon écran? Pas encore, mais je pense que ça va arriver. Ouais, c'est bon, on voit ton écran. Très bien. Et bien, comme le disait Augustin, moi je vais vous présenter un petit peu comment ça s'est passé chez Mercialis, parce que ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an et demi qu'on utilise DeepKey et on en est très content. Donc tout d'abord, déjà qui est Mercialis? C'est une société, c'est une foncière immobilière qui détient une 50aine de centres commerciaux, tous situés en France, que ce soit France métropolitaine, un peu en Corse et à La Réunion. Il y a à fin 2020 130 collaborateurs et c'est une société cotée, donc ce qui fait qu'on est soumis à certaines obligations en matière notamment de reporting. Et donc, on a donné pour info la note au GRESB, qui est un questionnaire spécialisé en RSE sur le domaine de l'immobilier. Donc, on avait une note de 85 sur 100 en 2020. Dès 2015, chez Mercialis, on a formalisé une première stratégie RSE qui était, elle est sur la gauche, elle était organisée autour de 10 chantiers avec 21 objectifs qui étaient associés à tous ces chantiers. Et ça adressait tous les sujets qui étaient majeurs pour une foncière immobilière. Donc, notamment tout ce qui est impact sur l'environnement avec nos consommations d'énergie, mais aussi carbone, tout ce qui est valorisation des déchets, réduction des consommations d'eau, mais aussi bien sûr des piliers plus sociétaux et sociaux, avec notamment tout ce qui se passe dans les centres commerciaux qui peuvent être organisés par les directions de centres, donc des accueils d'associations ou des choses comme ça. Et donc, on avait besoin pour pouvoir justement suivre cette stratégie RSE et s'assurer qu'on allait dans le bon sens. On avait besoin d'un outil pour nous faciliter tout ce reporting et pouvoir suivre de façon la plus fine possible tous nos objectifs et s'assurer qu'on allait dans le bon sens. Et en parallèle, comme le disait Augustin tout à l'heure, il y a des réglementations auxquelles on était soumise, typiquement l'article 225 de la loi Grenelle 2, qui maintenant est passé à la déclaration de performance extra-financière. Ça nous obligeait à publier chaque année dans notre rapport annuel une liste d'informations RSE. Ce rapport devait être vérifié par un organisme tiers indépendant, donc nos commissaires aux comptes, pour s'assurer que ce qu'on écrivait était vrai et fiable. Donc, on avait des enjeux pour s'assurer que ce qu'on collectait était bien sincère. Et en plus, comme un peu toutes les entreprises, on a pas mal de demandes de parties prenantes, que ce soit internes ou externes, auxquelles on doit répondre. Et typiquement, on répond à beaucoup de questionnaires extra-financiers, et ce qui peut être très chronophage si jamais on n'a pas un outil qui nous permet d'avoir les informations dont on a besoin pour y répondre de façon centralisée et rapide. Avant d'avoir DeepKey, on avait un autre outil de reporting. On a utilisé pendant un petit bout de temps, quelques années, il me semble. Il marchait très bien, mais en fait, avec le temps on a acquis quand même pas mal de maturité sur ce domaine-là, on avait atteint un peu ses limites. Typiquement, les contraintes qu'on avait, c'est que notre ancien outil permettait peu de pouvoir se connecter à d'autres outils. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, tous les services ont leurs outils différents et c'est plus possible d'avoir, qu'ils soient cloisonnés comme ça et qu'il n'y ait pas de lien entre eux. C'est plus viable de se dire, d'un côté, j'ai un reporting sur, par exemple, les déchets, mais moi, j'ai mon outil RSE
Donc, je dois ressaisir à la main les choses qui ont déjà été saisies dans un autre outil. Enfin, c'est de la perte de temps pour tout le monde. C'est des risques d'erreur aussi, bien sûr, parce que c'est des manipulations manuelles, etc. Donc, c'est plus possible. Et l'ancien outil ne pouvait pas faire ça. On avait aussi un petit souci, c'est qu'il était assez peu évolutif, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait une partie avec des tableaux de bord, mais ils étaient très figés. On pouvait assez peu modifier ce qu'on souhaitait voir, et ce qui fait que, à l'usage, ça ne permettait pas vraiment d'analyser et de piloter typiquement nos consommations. Et ensuite, avec le temps aussi, on avait besoin d'avoir nos informations à la maille la plus fine possible. C'est-à-dire qu'au début, on collectait de façon annuelle toutes nos consommations, que ce soit nos données énergie, eau ou même sur le sociétal. Et au fur et à mesure du temps, en fait, c'est plus possible de piloter quelque chose sur une maille annuelle. Donc, on est descendu jusqu'au mensuel pour les consommations d'énergie. Sauf que du coup, c'est bien beau, mais les factures, souvent, elles sont pas forcément mensuelles elles-mêmes. Donc, en fait, on avait un questionnaire où tous les mois, on demandait à notre property manager de saisir les consommations. Sauf que, typiquement, il y a des sites où il n'y avait qu'une facture tous les 2 mois. Donc, il y a un mois, il nous rentrait 0 en consommation. Et le mois d'après, il nous rentrait du coup la facture des 2 mois. Mais ça ne permettait pas de faire une analyse mensuelle réelle. Et on devait passer par quelque chose d'externe pour lisser toutes nos données et avoir quelque chose de mensuel, mais un peu... c'était un peu... c'était pas réel, quoi. Et donc, du coup, à cause de toutes ces contraintes, on a décidé en 2019 de changer d'outil de reporting. Et du coup, avec tous les acteurs qui sont quand même en place sur le sujet du reporting RSE, pourquoi est-ce qu'on a choisi DeepKey comme étant le plus judicieux? Déjà parce que ça nous permettait d'avoir des consommations au jour près. C'est-à-dire que contrairement à notre autre outil où on remplissait une fois par mois et on n'avait pas forcément la date exacte de consommation, là, dans DeepKey, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on peut dire au jour près ma facture sur quelle période de consommation elle a. Donc, typiquement, si on a une facture du 12 janvier au 13 février, DeepKey, après, va calculer au prorata temporis la part qui est due au mois de janvier, donc les 19 jours sur 31 et le reste en février. Et comme ça nous permet de faire des analyses beaucoup plus précises et beaucoup plus réelles. Ensuite, comme le disait aussi Augustin, DeepKey a un gros avantage, c'est de pouvoir automatiser énormément de choses, que ce soit tout ce qui est lecture automatique des factures. Maintenant, là, on vient de changer de prestataire, donc c'est en train de se remettre. Mais sur la plupart des fournisseurs d'énergie, DeepKey peut tout seul, avec son outil, aller soit sur l'espace client, se connecter tous les jours et récupérer toutes les factures qui ont pu être émises par le fournisseur, les lire automatiquement et les intégrer dans DeepKey. Ou si jamais il n'y a pas d'espace client, c'est possible aussi de créer un serveur FTP sur lequel le fournisseur vient déposer toutes les factures ou bien un fichier Excel qui aurait été, dont le format, on sera tous mis d'accord sur ce qu'il faut comme information. Et ça permet du coup d'éviter tout ce qui est saisie manuelle, qui est très chronophage et puis apporte peu de valeur ajoutée même aux équipes. Du coup, elles ont plus de temps pour analyser les données plutôt que juste les saisir, ce qui est un peu dommage. Et ensuite, DeepKey, c'est une solution quand même évolutive. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'on l'utilise et on est toujours en train de faire évoluer pour que ça réponde le plus possible à nos besoins. Donc, il y a une bonne écoute client de nos besoins et de nos besoins. Et puis, DeepKey a beaucoup, dans ses clients, il a beaucoup de foncières aussi immobilières comme nous. Donc, avec une bonne connaissance de nos enjeux. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est dit que c'était le bon choix pour changer d'outil de reporting.
si je reviens rapidement sur comment on a mis en place Deepkey, tout d'abord, puisqu'on avait déjà un outil de reporting, il a fallu rapatrier toutes ces données, reprendre tout cet historique pour les mettre dans Deepkey, parce que c'était hors de question de perdre de l'historique parce qu'on changeait d'outil. Donc du coup, il y a eu toute cette migration de fait, mais en parallèle de l'exercice de reporting en cours, parce qu'on ne pouvait pas non plus se permettre d'arrêter pendant quelques mois toute la collecte et de prendre autant de retard. Ce n'était pas possible, donc on a dû faire les deux en parallèle, et ce qui s'est très bien passé. Ensuite, on a créé tous les formulaires dont on avait besoin, qui nous permettent ensuite de collecter et de valider les données et informations qu'on demande à nos contributeurs. Donc, il y a bien sûr les formulaires de saisie sur tout ce qui est consommation d'énergie et d'eau, mais il y a aussi des questionnaires plus qualitatifs sur quelles actions ont été menées, par exemple, pour optimiser les consommations d'énergie, ou bien sur le sociétal et sur le social. Donc, avec tous ces questionnaires, on a aussi créé des questionnaires de validation parce qu'on a besoin, bien sûr, de collecter les données, mais ensuite, on a besoin de s'assurer qu'elles sont bien fiables. Et donc, à chaque fois, on a deux niveaux chez nous de validation. Donc, on a le contributeur qui saisit, puis après, un valideur 1 qui vient vérifier que ce qui a été fait est bien correct, puis le valideur 2 vérifie à son tour. Et donc, il a fallu créer un peu cette chaîne-là. Et on a mis en place aussi des notifications automatiques parce qu'on a une 50aine d'actifs. Il n'était pas viable de faire des relances à la main aux valideurs ou aux contributeurs si jamais ils n'avaient pas rempli leur questionnaire. Et aussi, si jamais un questionnaire avait été rejeté, il fallait une notification automatique auprès du niveau du dessous pour qu'il en soit informé. On a aussi, du coup, comme je disais, automatisé tout ce qu'on a pu, puisque c'est un des grands atouts de Deepkey. Donc, dès qu'on pouvait automatiser quelque chose connecté à un ou plusieurs de nos autres outils, eh bien, on l'a fait. Donc, typiquement, on récolte de manière automatique tous les mois nos données de déchets qui sont, en fait, c'est notre prestataire qui lui-même fait un reporting auprès des prestataires déchets. Et donc, tous les mois, il nous déverse les données et elles sont intégrées automatiquement dans Deepkey, il n'y a rien à faire. Pareil sur nos fuites de fluides frigorigènes. Mais on a aussi des choses automatiques sur des données d'activité. Par exemple, sur la majorité de nos centres, on a des compteurs sur les portes d'entrée pour calculer le nombre de visiteurs en temps réel. Et on s'est accordé avec ce prestataire pour qu'il nous donne aussi tous les mois, même si on pouvait aller plus loin et aller jusqu'au jour, mais ce n'était pas utile pour nous. Donc, tous les mois, il nous donne aussi automatiquement les données de fréquentation qu'on intègre dans Deepkey et qui nous permettent après de calculer des ratios avec. Et le dernier point, une fois que tout était bien paramétré, il a bien sûr fallu former les utilisateurs qui allaient se servir de Deepkey. Donc, on a eu une partie, puisqu'à l'époque, on le pouvait, de formation en présentiel de toutes les équipes. On a aussi créé un support qui est intégré, qu'on a mis dans Deepkey, comme ça il est accessible à tout le monde si jamais ils ne se souviennent plus de quelque chose. Et il y a aussi une hotline, un support client qui est créé, et comme ça il est accessible à toute personne qui peut poser une question ou bien remonter un souci qu'il peut rencontrer. Puisque c'est jamais aussi clair quand on présente quelque chose en vrai, je vais vous présenter l'outil Deepkey chez Mercialis. Hop. Je me reconnecte. Donc voilà à quoi ressemble Deepkey chez nous. Il y a beaucoup d'onglets différents, donc je vais vous en présenter quelques-uns pour voir rapidement quelle forme ça a. Donc, tout d'abord, sur le premier onglet, on a tous les tableaux de bord qui sont associés à nos actifs. Donc là, je suis sur le site d'Angers, mais j'ai tous les autres actifs. Et
c'est nous qui avons paramétré pour avoir ces informations-là. C'est quelque chose de totalement paramétrable une fois qu'on se met d'accord avec Deepki. Donc, on a tout d'abord décidé d'avoir un premier carré avec la fiche d'identité du site qui nous permet de savoir de quel site on parle. On a son adresse, sa surface, mais aussi là, par exemple, on a des données sur les certifications. Donc, on a certifié ce site avec la certification environnementale BREEAM-INEOS et on a les niveaux en partie 1 et partie 2 de cette certification. Donc, vu que ce sont des choses qui ne changent pas tous les ans, c'est assez statique. Sur le côté droit, on peut voir tous les compteurs qui sont associés à ce site. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, là, si je filtre sur l'électricité, je sais que sur mon site, j'ai un seul abonnement pour les parties communes d'électricité et c'est ce tarif-là, là, c'est le numéro du PDL. Et si on clique dessus, on peut voir les données de consommation qui ont été renseignées dessus depuis le début. Si on passe dessus, on voit bien la quantité. Et dessous, c'est ce que présentait aussi Augustin, on a les courbes de charge télérelevées qui sont récupérées automatiquement auprès d'Enedis. Et donc, on peut zoomer, dézoomer et voir toutes ces courbes de charge. On peut aussi changer pour... là, c'est un patin horaire, mais on peut mettre à 10 minutes ou bien journalier. Ensuite, on a pareil sur l'eau, mais aussi sur les déchets, où là, en fait, pour chaque équipement qui est en place sur ce site-là, on a créé un compteur dans Deepki. Et donc, comme ça, on peut savoir quel type de déchets sont triés. Et ensuite, ce que nous importe automatiquement notre prestataire, c'est toutes les données, toutes les quantités de déchets collectés par type d'équipement. Et comme ça, après, on peut calculer notre taux de tri. Et puisqu'il nous donne aussi, le prestataire déchets, puisqu'il nous donne aussi l'exutoire, c'est-à-dire comment sont traités ensuite ces déchets, est-ce qu'ils sont valorisés, est-ce qu'ils sont enfouis, etc. Ça nous permet de calculer un taux de valorisation. Donc, on a tous les compteurs du site en question. Ensuite, en dessous, on a une partie indicateur clé de performance, où on peut voir, suivant les années qu'on souhaite, donc nous, on a de l'historique que jusqu'à 2011, c'est pour ça que ça va jusque-là. Donc, on peut voir des données soit un peu brutes, comme là, c'est la consommation d'énergie, mais aussi des indicateurs qui sont calculés. Typiquement, là, c'est les données d'énergie corrigées du climat. Donc, comme le disait Augustin, c'est quelque chose qui est fait automatiquement dans Deepki. Ils viennent récupérer les données de météo qui sont accessibles en open data et calculent la correction climatique de nos consommations d'énergie. Donc, comme ça permet de pouvoir voir, par exemple, ici, on voit qu'on avait une consommation de 1500 MWh, ce qui faisait une évolution de 12% par rapport à l'année précédente. En fait, en correction climatique, il n'y a que 6% de réduction. Ensuite, ce sont des indicateurs qu'on a paramétrés. On a demandé aussi d'avoir notre ratio kilowattheure, consommation d'énergie par mètre carré. Et vous voyez ici, on avait des objectifs associés à notre stratégie RSE. Donc, on a pu les mettre là pour voir si, visuellement, si le site était dans les clous par rapport à ces objectifs ou pas. Donc voilà, on a quelques-uns, que ce soit sur de l'environnement, mais aussi on en a mis sur du sociétal un peu plus. Et en dessous, on a toute la partie histogramme, où on peut voir sur l'environnement toutes nos consommations, soit par mois, comme ça l'est maintenant, mais on peut aussi regarder en année. Et ça permet comme ça de pouvoir, sur tout notre historique ou sur une période en particulier, analyser un peu visuellement rapidement si jamais il y a une dérive. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un gros pic, donc on peut se demander pourquoi. Et typiquement, si on clique dessus, on a le détail de ce qui est enregistré sur ce mois-ci et pourquoi il y a cette consommation-là. Et si on le souhaite, on peut aussi télécharger la facture qui a été lue automatiquement. Comme ça, on peut s'assurer très rapidement de ce qui a été facturé et de notre consommation.
Donc là, je voulais montrer pour l'énergie. Mais bon, là, il n'y a pas de gaz sur ce site. Mais si jamais il y avait eu d'autres sources, ça aurait été aussi possible. Mais on l'a aussi sur l'eau et sur les déchets, par exemple. On peut voir pour chaque type d'équipement quelle quantité de déchets a été collectée par mois, etc. Ensuite, on a un autre onglet où on peut voir visuellement où sont nos actifs. Donc, on voit qu'on est très franco-français et puis il doit y avoir la Réunion, mais qui est un peu loin. Hop, ici. Ensuite, c'est important aussi pour nous de s'assurer que le reporting est bien régulier et on ne peut pas se permettre de prendre du retard dans les saisies ou bien dans les imports automatiques. Et donc, on a cet onglet qui nous permet de nous y aider. Donc, par exemple, si je prends le site de Aix-en-Provence, on peut voir sur ce site tous les compteurs qui sont associés à ce site. Et donc, c'est ceux qu'on retrouve dans la fiche, dans l'onglet Explorer actif. Et pour chaque compteur, on peut voir est-ce qu'il y a eu ou pas des données d'enregistrées, des consommations d'enregistrées par compteur. Donc là, on peut voir que tout a été rempli jusqu'à janvier 2021 et qu'en février, on n'a rempli que la moitié du mois. On a 15 jours sur 28 de rempli. Ça permet aussi assez rapidement de voir s'il y a des potentielles erreurs. Typiquement, là, on voit un gros carré rouge parce que sur ce compteur, au mois de janvier, une personne a renseigné 43 jours. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, elle a saisi 2 fois une facture. Donc, ça permet assez rapidement de se rendre compte de potentielles erreurs pour aller vérifier ensuite. Ensuite, on a beaucoup d'onglets d'export. Déjà, chez Mercialis, on en a autant, mais ce n'est pas parce qu'on aime beaucoup les onglets. C'est qu'en fait, ça nous permet aussi de pouvoir dissocier parce qu'on a, on a environ 130 utilisateurs sur DeepKey. Et on a autant des collaborateurs de Mercialis, des personnes internes, que des prestataires externes. Donc, typiquement, notre property manager qui gère nos centres commerciaux et qui nous remplissent les consommations d'énergie, ce ne sont pas des salariés de Mercialis, mais c'est un contrat avec un prestataire externe. Donc, on ne pouvait pas laisser accès à toutes nos informations RSE à toute personne et notamment, on a un export social qui est vraiment, qui est confidentiel et du coup, c'est accessible que chez nous à notre service RH et nous en RSE. Et donc, comme ça permet vraiment de s'assurer qu'une personne ne peut pas avoir accès à des données qui ne devraient pas. Donc, si on prend un export, le premier, hop, on a paramétré ce qu'on souhaitait avoir dans ces exports parce qu'on sait que c'est ces informations-là, par exemple, dont on a besoin. Et comme ça permettait d'avoir quelque chose de préformaté pour pouvoir exporter sous format Excel tout seul. Mais par exemple, si je ne souhaite pas exporter tout parce qu'il y a beaucoup de colonnes et en fait, moi, tout ce que j'ai besoin, c'est de savoir quel est mon bâtiment. Donc, hop, je sélectionne mon bâtiment et je veux savoir si c'est une certification BREEAM In-Use ou non. Hop, on voit en temps réel, ça se met à jour dans DeepKey et on ne voit que ce qu'on veut. Mais je peux aussi filtrer si je veux en fait voir que mon bâtiment d'Aix-en-Provence. Hop, je les sélectionne. Et encore une fois, ça affiche que le site de Aix. Et là, je peux, et il y a plusieurs lignes parce que en fait, je ne l'ai pas mis, mais il y a plusieurs années. Et ensuite, en cliquant sur exporter, ça va me générer un fichier Excel et où on verra afficher uniquement que ce qu'il y a là et pas tout le reste, parce que ça sera filtré. Je vais pas le faire parce que voilà. On a aussi un export qui nous permet de consolider toutes nos données parce que on collecte à chaque fois actif par actif, mais nous, à la RSE, on a besoin d'avoir une vision globale et de pouvoir consolider nos informations pour ensuite justement faire typiquement notre rapport annuel où on a des données agrégées. On peut choisir la période qu'on souhaite voir. Hein. Là. Hop.
Et donc, je vois pour mon site toutes mes informations. Donc, il y a beaucoup de colonnes, mais toutes les informations qui sont liées à ce site par année, qui ont été agrégées par DeepKey. Typiquement, tout ce qui est consommation d'énergie vient cumuler toutes les informations qui auront été saisies au cours de l'année. Si on regarde justement ces consommations qu'on peut saisir ou bien lire automatiquement, hop, si on reprend le site d'Angers. Donc, on a ici toute la partie reporting mensuel qu'on demande donc, de saisir à notre property manager. Donc, on a tout type de fluide. Donc là, si on filtre, par exemple, on peut voir que ce qui a été, c'est tout l'historique qui a été renseigné sur l'électricité. Et on peut voir, par exemple, ici, on a l'impression qu'il y a un doublon. Mais c'est parce qu'en fait, on est toujours en phase de test parce qu'on change de fournisseur d'énergie, mais on est en train de mettre en place la lecture automatique des factures. Et donc, on continue de demander en parallèle à notre property de saisir manuellement ces factures, et ce qui nous permet de nous assurer que ça fonctionne bien. Comme vous le voyez, ici, c'est ce qui a été saisi à la main par notre property avec la consommation d'énergie qui a été renseignée. Ici, on a le nom du compteur qui a été renseigné. Et là, on a les dates de consommation. Et donc, on voit ici que c'est exactement pareil. Donc, en fait, DeepKey, si on peut afficher, DeepKey vient automatiquement lire sur l'espace client EDF la facture et récupère les informations qu'on lui demande. On peut aussi lui demander de récupérer le coût de la facture, mais nous, on ne l'a pas souhaité. Et on a la facture associée qui est là. On peut la télécharger facilement pour y avoir accès. En termes de saisie manuelle, on a aussi demandé, on a paramétré de cette façon le questionnaire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on peut faire avec DeepKey, c'est si jamais il y a une facture qui n'est pas du 1er au 30 du mois, il y a un calendrier qui permet justement de dire, par exemple, là, je suis du 9 mars jusqu'au même 28 avril. Et DeepKey voit que du coup, sur cette plage-là, il y a 51 jours. Et il va affecter une partie de l'information que je vais renseigner ici, va l'affecter au mois de mars sur la partie correspondante et l'autre partie au mois d'avril. Donc, on doit aussi saisir notre fournisseur, on peut saisir le coût et on a demandé d'avoir un document justificatif et on ne peut pas enregistrer la saisie tant qu'il n'y a pas de document associé. C'est pour ça le petit astérisque rouge. Donc, je ne vais pas enregistrer parce que voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est saisie des consommations mensuelles, donc sur toutes nos données environnementales. Mais après, on a aussi tout ce qui est questionnaires qui sont plus qualitatifs, qu'on demande chaque année ou bien chaque trimestre ou bien chaque mois, ça va dépendre du type de questionnaire. Et typiquement, si on prend le reporting annuel qu'on demande de remplir sur l'environnement, on voit ici tous les questionnaires dont on dispose. On a plusieurs blocs parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a un contributeur qui va venir saisir son questionnaire. Donc, on peut l'afficher, le modifier ou le supprimer. Mais bon. Donc là, ce sont toutes les questions qu'on a paramétrées auxquelles il doit répondre chaque année, avec souvent des questions en oui-non ou bien des listes déroulantes, des choix multiples pour que ce soit plus facile d'analyser par la suite. Et puis ensuite, on a les 2 niveaux de validation. Donc, chaque valideur a son propre questionnaire. Et en fait, son questionnaire, il reprend quoi? Il reprend exactement ce que le contributeur a renseigné. Donc, il voit toutes les réponses qu'a pu faire le contributeur. Et à la fin, il dit est-ce que ce qui a été renseigné est correct ou pas? Donc, oui, non. Hop. Et donc, on l'a séparé en plusieurs thèmes et on peut aller sur le thème qu'on souhaite. Voilà, après, on a d'autres questionnaires comme ça qui ont été paramétrés. Mais en gros, voilà. Et du coup, toutes ces informations nous permettent justement de pouvoir analyser de façon plus fine toutes les données de consommation, mais aussi les actions qui sont mises en place par Mercialys ou son property ou autre. Et typiquement aussi, ça nous permet, avec des exports,
qu'on a pré-paramétré, ça permet de faire des analyses. Par exemple, ici, on peut voir, on fait ça chaque mois, avec les données issues de DeepKey, on peut faire des comparaisons. Là, sur 3 années, on le fait par site, par exemple, du consommation d'énergie. Et puis comme ça, on peut mettre en parallèle les autres sites pour voir s'il y a des plus ou moins gros consommateurs. Et après, on peut le faire aussi de façon, on le fait aussi de façon site à site sur chaque poste. Et comme ça, après, on demande de nous donner des justifications sur pourquoi, par exemple, il y a eu une variation qui paraît anormale ou pas. Comme ça, on s'assure que la donnée est bien fiable, mais on s'assure aussi qu'il n'y a pas des dérives. Par exemple, sur l'eau, ça permet de voir assez rapidement s'il y a une fuite. Et on peut aussi, on demande aussi, si jamais les personnes ont des bonnes pratiques, de nous les transmettre. Et comme ça, c'est partagé à l'ensemble des sites. Et ils peuvent aussi potentiellement les mettre en place si c'est quelque chose de pertinent chez eux. Donc, c'est grâce à DeepKey qu'on peut faire très rapidement ce genre de choses. Hop, si vous n'avez pas de questions sur cette démo. J'avais juste une question, Valérie, chez Sephora. Vous avez déjà fait le calcul du ROI ou pas? Alors du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé parce qu'on était très focus sur déjà collecter nos données de consommation et s'assurer qu'elles soient fiables. Et là, on arrive à une étape où on veut calculer de plus en plus justement les ROI de toutes les actions qui sont mises en place. Donc c'est quelque chose qu'on commence à paramétrer avec DeepKey. Ok, ça marche, merci. Et donc, si on fait un petit bilan de la mise en place de DeepKey, déjà, en moins de 6 mois, on a réussi à le mettre en place. Je crois que c'était à l'été 2019 où on a contractualisé, on a choisi DeepKey. Et les premiers utilisateurs ont pu avoir accès au questionnaire autour d'octobre-novembre. Et en janvier, c'est la période où on se fait auditer et où on a besoin de toutes nos données RSE. Et donc, c'était déjà disponible. Et d'ailleurs, nos commissaires aux comptes étaient assez surpris de la fiabilité parce qu'ils n'ont trouvé aucune erreur ou bien de soucis de paramétrage qui pouvaient être tout à fait intelligibles. Non, tout s'est très bien passé. Donc, ils ont souligné cette continuité dans le reporting et dans la fiabilité de nos données. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un peu plus de 130 utilisateurs chez nous sur Mercialis pour utiliser DeepKey, qui l'utilisent régulièrement, que ce soit donc des personnes internes à Mercialis ou bien des prestataires externes. On a les deux. Et du coup, cet outil nous sert beaucoup parce que ça nous permet de centraliser toutes nos informations RSE, que ce soit sur la partie environnement, mais aussi sociale, sociétale, et ça nous permet de les utiliser facilement pour répondre à toutes nos parties prenantes. Ça peut être, par exemple, le service marketing qui nous demande des informations pour communiquer auprès des clients sur l'évolution des consommations du centre ou typiquement pour répondre aux questionnaires extra-financiers auxquels on doit répondre. On l'a paramétré pour collecter les infos dont on a besoin et pouvoir les extraire très facilement. Et pour finir, parce que même si ça fait 1 an et demi qu'on l'utilise, comme je disais, DeepKey est quand même très évolutif. Et donc, on continue de travailler avec pour faire correspondre au mieux l'outil à nos besoins. Et notamment, on essaie d'automatiser au maximum parce que, comme je le disais, les saisies manuelles, en 2021, c'est de moins en moins possible. C'est de la perte de temps. Donc, on continue à travailler sur la lecture automatique des factures parce que, comme je disais, on a changé de prestataire et donc on s'assure que c'est bien fiable. Mais aussi, on connecte DeepKey de plus en plus à des systèmes comme les GTC dans nos bâtiments, mais aussi on équipe nos centres de compteurs télérelevés. Et donc, DeepKey va récupérer les informations directement auprès de ce prestataire-là aussi. Comme ça, on va pouvoir avoir des données
poste à poste et pas sur un abonnement. Comme ça, on pourra voir quelle est la consommation d'éclairage, la consommation de chauffage, etc. Mais aussi, on installe des capteurs qui sont tout autres et que Deepkey va intégrer comme on a des capteurs d'hydrométrie ou la température, etc. Donc, on va connecter Deepkey à ces systèmes-là pour pouvoir continuer de centraliser toutes les informations en un seul même endroit. Et enfin, chez Mercialis, notre stratégie RSE que je vous ai présentée tout à l'heure s'est arrêtée, la fin arrivée en 2020. Et donc là, on a une nouvelle stratégie RSE qu'on a développée. Et donc, qui dit nouvelle stratégie, dit nouveaux indicateurs, nouveaux tableaux de bord, nouveaux formulaires aussi. Typiquement, sur le sociétal, on va passer sur des questionnaires mensuels. Et donc, on est en train de travailler avec pour justement avoir tout ce qu'il nous faut de pertinent pour pouvoir suivre cette nouvelle stratégie RSE. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Quand on a paramétré quelque chose, on ne peut plus changer ni rien faire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je parle un peu vite aussi, je suis désolée. Moi, j'avais une question, toujours Valérie chez Sephora. Oui. Vous êtes uniquement sur un périmètre France, là? Oui, on n'a que des centres commerciaux en France, oui. France, d'accord. La Réunion, on n'en a pas ailleurs. Ok, parfait. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je repasse la parole à Augustin. Merci Evan. Je reprends la main. Oui. Vous voyez mon écran? Oui. Merci beaucoup Evan pour ton intervention. Madame Koudera, juste pour répondre à votre question, oui, avec Mercialis, on ne couvre que des bâtiments, on ne couvre que des bâtiments en France, mais sur d'autres projets, je pense à Clépierre par exemple, on couvre, du coup, c'est des projets qui sont assez similaires, hein, et on couvre du coup toutes les données RSE de l'ensemble de leurs centres commerciaux en Europe. Ok, très bien. Donc on a d'autres projets sur lesquels, oui, on fait des gros projets RSE sur lesquels aussi on est sur toute l'Europe. Voilà pour ce point. Donc pour finir, Evan a déjà dit beaucoup de choses déjà sur ce qu'on pouvait faire. Moi j'avais juste un tout petit dernier point sur cette partie open data. Sur cette open data et les grands chantiers sur lesquels on est en train de travailler, notamment pour la RSE. Comme le disait Evan, aujourd'hui, un des enjeux importants et un différenciateur assez fort, c'est justement sur cette collecte des données, c'est automatiser un maximum la collecte. Ça, c'est vraiment très différenciant par rapport à ce qui est proposé sur d'autres logiciels RSE, où beaucoup de choses en fait, qui sont très complets, mais où en fait finalement beaucoup de choses doivent être rentrées à la main. Nous, on continue à appliquer sur nos projets. Notre conviction initiale, hein, notre conviction de toujours, c'est les gens n'ont pas le temps de collecter cette donnée, enfin de rentrer énormément de données dans un logiciel. Donc l'idée, c'est de maximiser, c'est évidemment de maximiser l'automatisation. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, par exemple avec Mercialis, évidemment, mais aussi avec beaucoup de nos autres clients sur ces sujets-là. Là, j'avais un tout petit mot à dire sur justement l'open data, parce que l'open data, il y a beaucoup de sources de données aujourd'hui, et sur la RSE, on peut aller chercher pas mal d'informations automatiquement. On peut aller chercher, si on a besoin de savoir, par exemple, l'attractivité d'une zone, de connaître l'attractivité d'une zone, on est en mesure d'aller chercher, par exemple, des données mises à disposition par l'État, mais les prix des locations, les prix des achats dans les environs au mètre carré.
peut être des choses qui peuvent être utiles. Sur la qualité de vie, on peut aller chercher de l'accessibilité au transport, par exemple. C'est des choses qu'on peut automatiquement aller chercher. Si par exemple, il y a des indicateurs à suivre, par exemple, il faut que mon site, c'est pas tout le temps suivi, je donne juste un exemple, hein, mais il faut que mon site soit à moins de 500 mètres de transport en commun. Donc ça, c'est toujours assez fastidieux d'aller remplir ces informations-là. Ben ça, aujourd'hui, toutes ces données, elles existent. On sait aller les chercher automatiquement par exemple, pour compléter cet indicateur-là. Je pense à l'accessibilité au transport. On a également des risques naturels et technologies, des risques naturels. Donc là, il y a des bases de données qui existent également, qui sont mises à disposition par l'État, et on peut aller chercher ces informations. Sur des risques sismiques. Bon, en France, on n'est pas trop touché, mais plutôt des risques d'inondation, des risques être proche si on est proche, par exemple, aussi d'une industrie à risque. Ça, c'est des informations qu'on peut aller chercher. Donc, l'open data, c'est un grand chantier sur le côté RSE chez nous, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'informations qu'on va pouvoir aller collecter automatiquement. Voilà, c'était pour finir sur cette partie RSE. Et du coup, je sais que vous êtes tous en dernière partie, avant de clore ce Green Day. On sait que c'est un sujet qui est assez brûlant en ce moment pour le tertiaire en général, et donc évidemment pour le retail. Donc on voulait finir avec quelques éléments sur le décret tertiaire. Voilà, l'idée ici, c'est pas de reprendre toute la loi et de représenter toute la loi. Je pense que vous la connaissez. Si vous avez des questions sur ces sujets si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter, hein, il n'y a pas de problème. Là, c'est juste rapidement parcourir les dernières informations qu'on a pu récupérer auprès de la DHUP sur le décret tertiaire, puisqu'il y a encore beaucoup de règles sont déjà fixées, mais il y a encore quelques zones où on attend des précisions du législateur. Donc les points sur la partie décret tertiaire sur lequel je voulais insister, c'est déjà le premier point, mais ça je pense que maintenant tout le monde est à peu près au courant. Le législateur laisse la possibilité aux différents intervenants de déposer du coup l'année de référence en septembre 2022. Donc laisse un petit peu de temps en plus aux acteurs sur ce sujet-là. Alors là-dessus, il faut faire bien attention, hein. Il y a certes cette année supplémentaire pour déclarer l'année de référence. Après, toutes les informations bâtimentaires, il faut toujours les déclarer en septembre 2021 sur Opérate. Donc cette échéance ne change pas. En revanche, voilà, pour calculer son année de référence, voir quelle année vous voulez choisir, optimiser sa stratégie. Enfin, c'est un point important, hein, la déclaration de l'année de référence, parce que va en découler l'objectif de baisse de consommation que vous avez sur un site. Donc l'année de référence et la stratégie de réponse vont être très importantes. Donc c'est sûr que c'est pas une partie qu'il faut prendre à la légère. Il faut vraiment bien faire le travail pour minimiser. Pour minimiser votre objectif, parce que si vous vous dites je prends juste l'année 2019 et je ne me pose pas plus de questions que ça, il est possible que du coup il en résultera que votre objectif sera plus important à l'échelle de votre parc, et donc vous aurez plus de travaux à réaliser, et donc il y aura un impact financier important pour vous. Donc ça, c'est une partie importante, mais le législateur laisse un peu de temps jusqu'à septembre 2022. Voilà. Ensuite, il y a une partie qui est bon, ça vous le savez, mais aujourd'hui le législateur travaille sur les seuils pour le retail, mais aujourd'hui il ne les a pas encore publiés. Donc aujourd'hui, nous avons les seuils. Les seuils, ça va être très important parce que ça donne la possibilité de soit choisir une valeur absolue, soit choisir une valeur, donc qui est le seuil, soit la valeur relative, c'est-à-dire baisser ses consommations de 40% d'ici 2030. Donc ce qu'on on voit déjà sur les bureaux, nous,
puisqu'on commence à travailler déjà sur les bureaux, puisqu'on on a les règles du jeu sur les bureaux, on voit voilà, qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments qui vont plutôt, une grande majorité, qui vont plutôt partir sur une stratégie valeur relative, sur une stratégie de seuil, donc valeur absolue, en kilowattheure par mètre carré, pour avoir un objectif à réaliser moindre que les 40% initialement annoncés dans la loi. Donc on attend avec impatience la publication de ces seuils, parce que c'est à partir de là qu'on va commencer à vraiment pouvoir travailler avec nos clients sur, voilà, sur le calcul de cette année de référence et d'avoir une idée de, voilà, comment s'organise le parc et des objectifs par site à réaliser pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc voilà. Et puis un point aussi important, ça avait déjà été dit, c'est pas écrit directement, mais aujourd'hui sur la déclaration sur Opérat, la plateforme est en train d'être développée. Nous, on a grâce à notre expertise software, et en plus notre expertise énergie, voilà, on a plus de 600 000 bâtiments monitorés dans le logiciel maintenant, donc on commence à avoir une bonne idée on commence à avoir pas mal de données sur les consommations. L'ADEME nous sollicite en conseil, voilà, dans le cadre du développement, donc dans le cadre du développement de la plateforme, donc ça nous permet d'avoir quelques informations, et il semblerait que le SIRET, voilà, ça va vraiment être structurant dans la déclaration sur Opérat. C'est vraiment là-dessus que voilà, ce sera l'identifiant bâtiment, en fait. L'identifiant bâtiment, je sais qu'il y a certaines exceptions, hein. On va pas rentrer dans parfois un SIRET peut concerner 2-3 bâtiments, ça existe, je sais, mais voilà, c'est juste pour information que c'est quand même par le SIRET que cette déclaration va se réaliser. Et un dernier point là-dessus, c'est que il sera possible de regrouper les objectifs, hein, ça a été dit. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'un bâtiment a un SIRET, mais que ce SIRET est rattaché peut-être à un SIRET central qu'il faudra déclarer, donc bâtiment X avec ce SIRET et rattaché au SIRET central. Donc voilà, sur ces différents mise à jour, hein, sur les dernières informations qu'on a pu obtenir du législateur. Donc voilà, donc un peu là on reprend le planning. Donc il y a bien cette déclaration des bâtiments soumis et les consos 2020 sur Opérat le 30 septembre 2021, et ensuite il y a la déclaration de l'année de référence sur Opérat le 30 septembre 2022. Voilà. Augustin, peut-être qu'on peut préciser que si jamais il y a des mises à jour qui seront faites, on pourra refaire un atelier sur le décret tertiaire. Ah ben, bien sûr, moi je suis, n'hésitez pas, enfin, avec aucun problème, hein, dans les mois qui viennent, normalement il doit y avoir des mises à jour, des nouvelles évolutions, donc avec plaisir pour réorganiser un, un- un atelier dès qu'on a plus de visibilité, notamment sur les seuils, hein. Comme ça avait été une demande lors de l'atelier, pour ceux qui n'étaient pas là, si jamais il y a des nouveautés, on recréera un atelier justement pour alimenter les informations qui avaient été données lors du premier atelier. On t'entend plus, Augustin. Excusez-moi, mon micro s'est désactivé. Du coup, voilà, l'idée c'est pas de rentrer dans le détail encore une fois aujourd'hui. Donc voilà, il y a selon nous voilà, des grands blocs pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. C'est vraiment là, tout le monde se lance là-dedans. On est vraiment dans la première phase de préparation, de collecte, de récupération des données pour pouvoir savoir pour pouvoir calculer l'année de référence, et voir les objectifs qu'on va avoir sur l'ensemble du parc. Et après, dans un second temps, on rentrera dans la phase créer son plan d'action.
Aujourd'hui, nous, on est face à beaucoup de clients qui s'interrogent sur ces sujets-là, avec notamment une interrogation forte sur ah, mais il faut préparer tout, enfin, et il faut lancer des audits et préparer des plans d'action immédiatement. Nous, sur ces sujets-là, on dit attention, prenez votre temps et il y a déjà une idée claire des objectifs que vous aurez à atteindre sur l'ensemble de votre parc avant de lancer des audits et des plans d'action. Parce que voilà, il est possible à l'issue vous imaginez bien que faire un audit et créer un plan d'action sur un site sur lequel il y a 3% de baisse de consommation à réaliser d'ici 2030, c'est pas du tout la même chose que sur un site sur lequel il y a 40% à réaliser et qu'il va falloir attaquer la structure, qu'il va falloir faire des simulations thermodynamiques. Donc voilà, nous, là-dessus, on dit à nos clients, attention sur les audits, prenez le temps et déjà il y a une vision claire. Il y a beaucoup de choses sur le décret tertiaire et à notre humble avis, il ne faut pas lancer trop tôt, lancer trop tôt les audits. Il faut vraiment attendre de voir, d'avoir une vue très claire de son parc et de ce qu'il faudra réaliser comme objectif. Voilà, sur le décret tertiaire, je ne vais pas plus rentrer dans le détail. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pas de questions, merci. Je pense qu'on va pouvoir clôturer, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir clôturer ce Green Day. La présentation, comme d'habitude, elle sera mise sur le site des enseignes, sur votre partie adhérent, et la vidéo, elle sera également mise à disposition. On est en train de les incrémenter sur notre chaîne YouTube pour que ce soit plus facile. Donc, dès que tout sera prêt, vous retrouverez, comme d'habitude, sur la partie enseigne responsable, vous retrouverez le replay et le support de présentation. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement Augustin. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à très beaucoup. bientôt.